Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue enfin dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Alors entre-temps, j'ai dû déménager, je me suis fait un nouveau petit décor, j'espère qu'il vous plaira, et je tourne enfin ma toute première vidéo dans mon nouvel appartement. Alors aujourd'hui les amis, justement, nous allons entendre 3 croustillantes histoires sur des complots mystérieux. Il existe à travers le monde et depuis bien longtemps des individus, des groupes et même des branches gouvernementales ou privées destinés à faire basculer l'ordre dans certains pays ou même faire rentrer en guerre certaines puissances mondiales. Nous verrons à travers ces 3 récits des événements dramatiques perpétrés par quelques hommes véreux ou même des pays, mais comme le titre le suggère, aucun moyen de savoir par qui ni pourquoi ces histoires ont eu lieu. Alors comme d'habitude, de ces 3 histoires, vous le savez, une seule est vraie. Je vous retrouve donc en fin de vidéo pour la véritable histoire. Allez, en avant, en route, installez-vous bien, c'est parti pour ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Cette première histoire se déroule quelques années avant le début des années 2000 en Équateur, un pays d'Amérique du Sud. Ce pays, accolé à l'océan Pacifique et frontalier du Pérou et de la Colombie, fut il y a plus de 20 ans le théâtre d'une crise profonde, déstabilisant le pays au point de le faire changer de monnaie pour le dollar américain. L'histoire que je m'en vais vous raconter semble banale et pas très mouvementée, mais il a eu de profondes répercussions sur le pays au profit, il est certain, d'un autre plus grand pays, vous le devinez certainement déjà. Nouvelle République depuis un peu moins de 200 ans. Après son indépendance acquise en 1822 de l'Espagne, l'Équateur est un pays aux multiples ressources. S'il est un grand exportateur de bananes, de roses, de crevettes et de cacao, de nombreux gisements de pétrole sont évidemment l'une de ses plus importantes richesses. Il n'en faut certainement pas plus pour attiser la convoitise des pays du continent américain et de nombreux coups d'État déstabilisent un gouvernement au pied d'argile. Je ne vous apprends rien là encore, les pays d'Amérique latine ont très souvent dû faire face à de la corruption à tous les niveaux de la politique, mais aussi dans l'armée, la milice, l'entrepreneuriat, et si la plupart du temps ce sont des locaux qui essayent de s'enrichir pour se sortir de la pauvreté, il se pourrait bien qu'aux alentours de 1998, le plus gros coup d'État jamais orchestré en Amérique latine se soit joué en Équateur pendant la réélection de juin 1998. En effet, quelques mois auparavant, en septembre 1997, le président Abdallah Boucaram est destitué de ses fonctions pour incapacité mentale, après seulement 6 mois de mandat. Voilà une cause de démission somme toute très étrange, surtout que sa fondation tient dans la pression d'un petit groupe d'opposants au gouvernement qui ont eu gain de cause. Un nouveau président, Fabián Alvarez, le remplace à un moment crucial. Le pays émergent est en proie à une crise économique forte, initiée par une autre crise, elle affaiblissant les pays asiatiques. Il s'ensuit alors une forte inflation de la monnaie équatorienne, le sucre. Alors oui, il s'agit bien du nom d'une pièce de monnaie et non du sucre, le sucre en poudre quoi. Bref, cette instabilité va amener le gouvernement de Fabián Alvarez à abandonner leur monnaie nationale pour le dollar américain. À ce moment-là, un dollar américain vaut 25 000 sucres. Le pays, maintenant en proie à une crise sociale, ne semble pas prêter attention aux rouages qui semblent s'activer dans l'ombre et des lois un peu étranges se mettent en place. On trouve dorénavant une ambassade américaine à Quito, la capitale du pays, et de nouveaux traités sont signés pour faciliter les échanges entre les États-Unis et l'Équateur. La colère enfle et se cristallise à travers des affrontements civils dans la capitale, entraînant la démission de Fabián Alvarez moins d'1 an après son nouveau mandat. Soyan Esposito le remplace après des élections houleuses avec un taux de participation le plus bas jamais enregistré. Début juin 2000, le pays semble s'être apaisé même si les conditions économiques sont au plus bas. C'est alors que Soyan et son gouvernement demandent aux États-Unis d'être mis sous tutelle afin d'aider au redressement du pays. C'est la consternation générale alors que le peuple n'a pas été concerté pour ce projet très étrange.
Dès lors, de nombreuses lois sont mises en place, officiellement dans l'intérêt du pays, mais le mystère s'installe. Les Américains ont-ils placé Fabián Álvarez puis Soyan Esposito au gouvernement afin de déstabiliser le pays? Au final, les tensions s'apaisent alors que le pays se stabilise. On se rendra compte bien des années plus tard, aux alentours des années 2010, que de grandes fortunes ont quitté l'Équateur pour venir s'installer aux États-Unis. Alors, complot des Américains pour renverser un gouvernement populaire et s'accaparer des ressources dans l'ombre? La question demeure encore aujourd'hui sans réponse. Nous nous retrouvons pour cette deuxième histoire au début des années 2000 en Angleterre. L'homme qui se retrouve en face de la police en ce moment même, prêt à répondre de ses crimes, s'appelle John Saley, 42 ans, maire de la ville de Colchester, et accusé de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs avec des organisations criminelles. Ce qu'on ne sait pas encore au début de cette affaire, c'est que certains membres de la Chambre des Lords sont eux aussi impliqués dans cette folle histoire. Tout débute avec Diane Sprout, la secrétaire du maire John Saley. Celle-ci possède en effet des preuves matérielles de rencontres entre John et certains malfaiteurs notoires de Londres, échangeant pots de vin, contre-informations pour alimenter discrètement le marché d'une nouvelle drogue, la Birdie Pleasure, dont les ravages commencent doucement à se faire sentir dans la capitale anglaise. Alors, Diane n'a pas décidé toute seule de prendre ses photos, c'est son mari, Robert Sprout, commissaire de la police de Colchester, qui lui a suggéré d'immortaliser ces réunions interdites, alors que sa femme l'interpelle depuis plusieurs semaines du passage régulier d'hommes assez louches, dont une personne qu'elle croit faire partie des criminels recherchés par la police. Le tournant de cette affaire débute donc le 19 mars 2001, tandis que le maire, amené à la barre pour répondre de ses crimes, et devant l'abondance de preuves, avoue tout. C'est alors que, dans un effort assez maladroit de faire baisser sa peine de prison, et sous les conseils pas très avertis de son avocat Thomas Pearl, il cloue l'assemblée en évoquant ses connexions criminelles avec deux lords, sans préciser de nom. Il demande une réduction des sentences encourues s'il peut présenter à la cour des preuves incriminant ses membres très haut placés dans le gouvernement anglais. Le juge accepte et laisse au maire une journée pour rassembler ses preuves. Le soir du 19 mars 2001, dans sa belle maison de ville, John, entouré de son avocat, révise leur plan d'attaque. À l'appui, quelques mails signés d'initiales ainsi qu'une preuve de transaction bancaire devraient suffire à contenter le juge et à lancer la police dans une nouvelle traque. Le maire ne connaît pas la réelle identité de ces hauts placés, seulement qui sont au gouvernement, riches et vraiment puissants. Aurait-il pu dénoncer un important réseau de malversion au sein même du gouvernement? L'histoire à ce jour ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aux alentours de 23 h, un feu se déclare dans la petite maison du maire et que celui-ci ainsi que son avocat se retrouvent pris au piège. Les portes et fenêtres sont bloquées et le feu dévore le bois à une vitesse affolante. Les deux hommes sont retrouvés morts après que l'incendie ait été maîtrisé. Simple coïncidence extraordinaire? Difficile à croire. La police s'est évidemment emparée de l'affaire, constatant, sans preuve directe, mais intuitivement, que cet incendie, à la veille d'un procès mettant peut-être en cause deux personnes très haut placées dans le gouvernement, ne s'était peut-être pas produit accidentellement. Les ravages du Birdie Pleasure ont continué à creuser des rides meurtries sur le visage des addicts, les grands de ce monde ont certainement continué à s'enrichir, et les petits criminels, arrêtés par la police grâce aux photos de Diane Sprout, arpentent toujours les couloirs rouillés des prisons londoniennes. Pour cette dernière histoire, envolons-nous pour la Havane à Cuba, théâtre d'un très mystérieux phénomène qui débuta en 2016 et qui secoue le monde médiatique encore de nos jours. Cette magnifique île longiligne, qui repose dans l'océan Atlantique, a depuis de nombreuses décennies, vous le savez, été la pièce centrale d'une œuvre théâtrale que constitue la guerre froide. Ce grand moment de tension mondiale atteint d'ailleurs son paroxysme aux alentours d'octobre 1962, quand des navires russes semblent transporter vers Cuba des missiles nucléaires. Des avions espions américains découvrent alors des rampes de lancement pointées en direction des USA.
À quelques jours près d'une éventuelle guerre nucléaire, après un blocus américain autour de l'île de Cuba, les négociations démarrent sous l'égide de l'ONU et conduisent enfin à l'apaisement entre les deux superpuissances. Le calme s'installe dans le monde et sur l'île du célèbre Che Guevara. Mais revenons à notre période actuelle, et plus précisément en 2016. Ce pays qui fut durant plusieurs années sous la tutelle officieuse de l'URSS jusqu'à sa dissolution, continue de susciter les fantasmes. République socialiste, elle demeure néanmoins une dictature pour ses opposants, et c'est en ce sens que de nombreux espions, notamment américains, continuent d'investiguer d'éventuelles conspirations politiques orchestrées par les Cubains, mais aussi les Russes, qui gardent cette accointance acquise pendant la guerre froide. Et c'est bien pendant l'automne 2016 que cette très étrange histoire débute. De nombreux diplomates américains et quelques Canadiens stationnés dans l'ambassade américaine à La Havane déclarent avoir développé des symptômes assez impressionnants, incluant des maux de tête, perte de l'ouïe, malaise, vision trouble, perte de l'équilibre et de l'élocution. Des symptômes qui ont amené les scientifiques à se pencher sur ces manifestations exclusivement développées par des dignitaires au service de l'État américain et canadien. On recherche alors plusieurs causes probables, allant des effets psychologiques en réponse à un stress intense des dignitaires américains qui, vous l'imaginez, sont surveillés constamment par le gouvernement cubain, jusqu'aux stridulations des criquets endémiques de l'île qui correspondraient quasi en tout point aux ondes de fréquence basse relevées plus tard à Cuba et qui ont provoqué ces symptômes impressionnants. Si on pourrait s'arrêter à cette dernière explication et démonter une nouvelle théorie du complot opposant Russes et Américains, de nouveaux éléments entrent en jeu. Aux alentours de 2017, ces mêmes symptômes sont perçus par quelques diplomates en Chine, plus précisément à Guangzhou. Ces personnes ont été extradiées vers les États-Unis pour une enquête approfondie qui révélera que ces victimes ont probablement été atteintes par la même attaque sonique. Enfin, très récemment, 2 personnes travaillant à la Maison-Blanche à Washington ont reçu eux aussi pareille attaque, des cas qui s'ajoutent à celui d'une conseillère du gouvernement attaquée en 2019. Le danger semble proche et le gouvernement Biden travaille d'arrache-pied sur l'affaire. Il a été dévoilé que l'URSS a travaillé durant de nombreuses années sur une arme à micro-ondes capable de produire des fréquences sonores basses pouvant endommager le cerveau. Que devons-nous apprendre de ce complot? Serait-ce l'œuvre de la Russie qui a partagé ses découvertes avec ses alliés cubains et chinois? Serait-ce l'un de ces 2 pays qui aurait malencontreusement mis la main sur des plans ou des recherches et aurait décidé de les utiliser? La réponse à ces questions sera peut-être l'allumette qui déclenchera le feu ardent d'une nouvelle guerre mondiale. Et nous voici donc dans cette nouvelle conclusion. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Il y a eu, c'est vrai, un énorme gap entre mes dernières vidéos et celle-ci, c'est normal, comme je l'ai dit en début, j'ai déménagé, j'ai eu pas mal de choses à faire et le temps me manquait très souvent. Je m'en excuse, mais les choses rentrent doucement dans l'ordre, donc tout va bien. Bon, comme toujours, pour les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et pour vous toutes et tous qui regardez, vous le savez, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon allez, c'était laquelle, la véritable histoire? Eh bien, il s'agissait du syndrome de la Havane, ce très étrange phénomène, vraiment ciblé sur des employés du gouvernement américain qui se retrouvent pris de maux de tête, d'étourdissement et de plein d'autres maux liés, il semblerait, à de l'énergie micro-ondes. Alors, on est d'accord que je ne parle pas des fours à micro-ondes, mais bien de la longueur énergétique d'une onde, dite micro-ondes, quoi, voilà. Le gouvernement actuel est effectivement en train de mettre au clair ces problèmes dangereux. On parle bien d'une arme, invisible, qui pourrait tout à fait tuer n'importe qui sans que quiconque ne s'en rende compte. C'est quand même assez flippant. Mais voilà, complot russo-cubano-chinois envers les vilains américains, je ne sais pas. Des études récentes apportent l'hypothèse de fumigation dans les ambassades dont les toxines présentes pourraient provoquer pareils symptômes. Mais dans 3 pays différents? Ouais. Mon avis est qu'il existe des armes dont leur technologie nous échappe
et qui pourrait fatalement nous plonger dans une nouvelle guerre de grande ampleur. Bref, ce sont sur ces très belles notes de positivisme que je vous laisse. Je vous dis à bientôt les amis, et n'oubliez pas que la vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.